Bonjour à tous, avec cette vidéo nous allons voyager outre-Atlantique, des côtes de la Charente-Maritime jusqu'au Québec, grâce à deux figures centrales dans l'histoire de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain et Pierre du Gât de Mons. L'histoire n'a retenu que le nom de l'homme de terrain, Champlain. Pourtant, si Pierre du Gât de Mons n'avait pas agi dans l'ombre à partir du royaume de France pour gérer l'administration et les finances des colonies américaines, Champlain n'aurait pu accomplir son destin, marquant ainsi un tournant dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Samuel de Champlain et Pierre du Gât de Mons ont vécu au XVIIe siècle, à une période où le royaume de France avait déjà commandité des expéditions outre-Atlantique, mais où ces dernières étaient temporairement laissées en suspens. Quoique des voyages en Amérique du Nord aient été réalisés par des pêcheurs basques en quête de morues et de baleines probablement dès le XVe siècle, le long des côtes de la province du Labrador et de l'île de Terre-Neuve, globalement, le royaume de France a tardé à s'intéresser à l'Amérique du Nord, qui appartenait alors officiellement aux Espagnols et aux Portugais. Finalement, en 1523, le roi de France, François Ier, envoie un premier émissaire outre-Atlantique, Giovanni de Verrazzano, à la recherche d'un passage voulu à la fois plus court et plus sûr vers l'Asie. On doit d'ailleurs à cet explorateur italien l'apparition de l'expression « Nouvelle-France », utilisée pour désigner les colonies françaises en Amérique du Nord, jusqu'à leur cession au Royaume d'Angleterre en 1763. Une décennie après le voyage de Verrazzano, un autre explorateur, français cette fois-ci, Jacques Cartier, part à la conquête de l'Amérique du Nord. Entre 1534 et 1542, il réalise 3 voyages en Nouvelle-France, ce qui lui permet de cartographier l'intérieur du Saint-Laurent, du Golfe jusqu'à Montréal. Il est aussi souvent considéré comme le père du Canada, puisqu'il fonde de concert avec Jean-François de la Roque de Roberval, le tout premier établissement européen du Canada, Charlesbourg Royal, à l'occasion de son dernier voyage en Amérique du Nord. Situé à proximité d'un village autochtone, Iroquois plus précisément, dans l'actuelle ville de Québec à proximité de la rivière, l'établissement plutôt rudimentaire se composait de 2 forts, et c'est entre leurs murs que 400 hommes ont passé l'hiver 1541. À leur retour en France, l'établissement est délaissé, abandonné, et pendant 60 ans, aucune autre tentative de colonisation en Nouvelle-France n'est entreprise par le Royaume de France. C'est dans ce contexte qu'intervient le binôme de Saintonge Samuel de Champlain et Pierre du Gât de Mons. Les deux hommes sont nés au cours de la même décennie, à moins de 40 km l'un de l'autre. D'un côté, Pierre du Gât de Mons est né à Royan, au château de Mons vers 1560, au sein d'une famille de confession protestante de la noblesse saintongeaise. Un mariage avantageux lui permettra d'accroître sa fortune et finalement, il vendra tous ses biens pour se consacrer au dessein de sa vie, la Nouvelle-France. Il s'associe alors avec plusieurs marchands des 4 coins de la France pour créer sa propre compagnie et aidé par ses rapports cordiaux avec le roi de France, il s'engage ainsi à coloniser des terres outre-Atlantique et à évangéliser des populations autochtones. En échange, il obtient du roi un monopole sur le commerce des fourrures et le titre de lieutenant général des côtes, des terres et des confins de l'Acadie, du Canada et autres lieux en Nouvelle-France. En effet, à cette époque, les colonies françaises en Amérique du Nord étaient divisées en 3 grandes régions, le Canada, l'Acadie et la Louisiane. Peu de temps après, Pierre du Gât de Mons réalise son premier voyage en terre amérindienne en 1599 à Tadoussac. En parallèle, Samuel de Champlain est né à Brouage en 1567, d'un père capitaine de navire à un temps où l'océan entourait encore la ville de Brouage, qui prospérait alors grâce à son commerce portuaire. Les relations de son père permettent à Champlain d'apprendre l'art de la cartographie auprès du cartographe ordinaire du roi en personne, Charles Lébert. Après une brève carrière militaire, en 1603, alors qu'il a 36 ans, Champlain accomplit son tout premier voyage en Nouvelle-France, à Tadoussac, en tant que simple observateur aux côtés du commandant de l'expédition, François Gravé-Dupont. Cette expérience marquera la vie du jeune homme ainsi que l'histoire de l'Amérique du Nord, puisqu'au cours de son voyage, Champlain participe à des festivités organisées par des peuples algonquins, tels que les Inuits, et tisse par la même occasion la toute première alliance, le premier traité oral d'entraide entre Français et autochtones d'Amérique du Nord. Les destins de Pierre du Gât de Mons et de Samuel de Champlain se croisent finalement en 1604, à l'occasion d'une expédition en Nouvelle-France. Les deux hommes découvrent alors leur vocation commune et à l'aube de l'été, ils accostent sur l'île de Sainte-Croix où ils réalisent la
toute première tentative d'établissement permanent de Nouvelle-France, qui s'avère être un échec total, puisque les pionniers n'avaient pas anticipé qu'en hiver, le fleuve entourant l'île gèlerait et deviendrait complètement impraticable, les privant ainsi de vivres, d'eau et de bois. Ainsi, au total, sur les 79 colons, une trentaine ne passeront pas la saison hivernale. Les deux Saintongeais ne se laisseront néanmoins pas décourager par cette défaite et immédiatement, ils repartiront sur les eaux en quête d'un nouveau site pour s'établir. Ils sélectionnent alors un territoire dans l'actuelle province de la Nouvelle-Écosse, baptisé Port-Royal, et là-bas, ils aménagent un manoir, des maisons, un four, une forge ainsi que des magasins. La survie des colons sur ce territoire tient en grande partie de l'aide que leur apporte la Première Nation Micmac qui leur transmet leur savoir. Au retour de Pierre du Gade-Mons en métropole, il réalise que son monopole dérange et en 1607, ce dernier se voit même subitement interrompu. Champlain et ses hommes sont alors forcés à rentrer en France, mais grâce à leur relation et à leur détermination, un sursis leur est accordé sous la forme d'un ultimatum. Pour eux, 1608 est l'année ou jamais pour parvenir à créer un établissement permanent pérenne en Nouvelle-France. Pierre du Gade-Mons tire les ficelles de manière stratégique depuis le royaume de France, permettant à son lieutenant, Champlain, de fonder la ville de Québec, premier établissement français permanent de Nouvelle-France. Le nom de la ville est inspiré par le mot algonquin Québec, littéralement là où la rivière se rétrécit. Tout au long de leur carrière, Samuel de Champlain et Pierre du Gade-Mons resteront loyaux l'un à l'autre et œuvreront dans un but commun, l'exploration et la colonisation de la Nouvelle-France. Pierre du Gade-Mons mettra ainsi ses relations et ses compétences en termes de gestion administrative et financière au service des intérêts de la Nouvelle-France, s'occupant de la préservation de la compagnie et des relations avec le pouvoir royal, tandis que Champlain agira sur le terrain, avec pour mission notamment de maintenir de bonnes relations avec les peuples autochtones alliés, ce qui le mènera sur le chemin de la guerre contre les Iroquois. De par ses accomplissements, Champlain obtient progressivement le pouvoir d'un gouverneur, mais il n'en recevra le titre que bien plus tard, lorsqu'il sera désigné comme lieutenant et représentant du cardinal de Richelieu, titre qu'il doit certes à ses actions de terrain, mais aussi au soutien indéfectible de Pierre du Gade-Mons, qui même après s'être écarté de la gouvernance de la Nouvelle-France, reste fidèle à son lieutenant. Pierre du Gade-Mons s'est éteint en 1628, à l'âge de 68 ans. L'homme n'a finalement passé que peu de temps outre-Atlantique, pourtant son rôle dans la colonisation de la Nouvelle-France et la fondation de Québec est essentiel. À cet égard, l'historien saintongeais Jean Glénisson a déclaré qu'au moment où tout semblait perdu pour la France en Amérique, c'est à Pierre du Gade que la Nouvelle-France doit sa survie. Quant à Champlain, il a bel et bien terminé sa vie dans son territoire d'adoption où il a passé une large partie de sa vie. C'est à l'époque l'homme qui a réalisé le plus d'allers-retours entre les deux mondes, et aujourd'hui, agissant comme un véritable pont, ses écrits sont le témoignage précieux d'une réalité révolue des premiers temps de la colonisation de l'Amérique du Nord, du temps où les cultures et les spiritualités autochtones s'exprimaient pleinement. Champlain a d'ailleurs pris grand intérêt à découvrir et étudier ces cultures, et même dans les dernières années de sa vie, il nourrissait le désir de voir les Français et les autochtones faire alliance, au sens littéral du terme, puisqu'il aurait déclaré à un chef Huron « Quand cette grande maison sera faite, alors nos garçons se marieront à vos filles, et nous ne ferons plus qu'un seul peuple. » Depuis leur rencontre jusqu'à leur dernier souffle, Pierre du Gade-Mons et Samuel de Champlain ont formé une équipe magistrale, relevant les défis, rivés sur leur vocation commune. Figures emblématiques de l'histoire du Québec, ils participent aujourd'hui encore de par leur mémoire à comprendre les liens privilégiés qui unissent la Charente-Maritime et la belle province, quoique la France ait finalement cédé ses terres outre-Atlantique au royaume d'Angleterre en 1647, soit une douzaine d'années après l'extinction de Champlain. Nous espérons que cette petite histoire vous a plu, nous vous remercions de l'avoir visionnée et c'est avec plaisir que nous vous retrouvons dans les commentaires pour échanger. À bientôt!